puisque vous êtes des journalistes, j'ai été dépêché pour aller couvrir, par exemple, le procès de O.J. Simpson. Si vous vous souvenez un peu, ce célèbre procès qui a monopolisé les États-Unis pendant une année, j'étais là, dans la salle d'audience, le jour où O.J. Simpson a essayé les fameux gants ensanglantés qui se sont révélés comme étant dévastateurs pour la poursuite, puisque depuis ce jour, il a été innocenté. Et c'est devant moi que ça s'est passé. Je pense qu'en tant que journaliste, ce sont des événements qu'on ne peut pas oublier. Donc j'ai fini mon programme aux États-Unis avant d'aller au Canada où, évidemment, j'ai continué mes études. J'ai fait une maîtrise en communication, une maîtrise en droit, un doctorat en droit, et j'ai fait l'école du barreau, devenir avocat, avant d'être professeur à l'université Laval. Le directeur a parlé tout à l'heure d'un programme de formation sur le journalisme et le patrimoine mondial. C'est un programme très important pour nous, que nous avons mis en place avec la chaire UNESCO en patrimoine culturel, la chaire UNESCO en patrimoine culturel de l'université Laval, mais aussi le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'Organisation des villes du patrimoine mondial. J'ai organisé des séances de formation des journalistes à Québec en 2005, au Luxembourg en 2007. Au Luxembourg, nous avons eu l'occasion d'inviter une vingtaine de journalistes de 17 pays différents, où nous avons mené des séances de formation à Luxembourg, dans la ville de Trèves, en Allemagne, dans la ville de Völklingen, en Allemagne, et aussi à Metz, puisque toutes ces villes-là sont voisines. J'ai organisé aussi une séance de formation à Sintra, Portugal, une ville magnifique pour les gens qui connaissent Sintra, en 2011, et à Quito, en Équateur. Et bien sûr, je suis en train de préparer la prochaine formation à Oaxaca, dans la ville du Mexique. Oaxaca, qui est la ville sud du Mexique, où je suis allé il y a à peine 2 semaines. Donc voilà un peu ce que je fais en tant que professeur, ce que j'ai fait en tant que professionnel de journaliste. J'ai pratiqué le journalisme pendant 5 ans. J'ai été le premier président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin. Donc je connais un peu le milieu professionnel, mais je suis aujourd'hui de l'autre côté de la barrière en tant que professeur. Et bien sûr, je suis vice-président du réseau Théophras, qui est le réseau des écoles de journalisme de la francophonie, qui comprend l'USJ, puisque l'USJ est l'école fondatrice de ce réseau en 1994. Et il y a d'autres écoles qui sont membres de ce réseau. Aujourd'hui, le réseau est dirigé par le directeur de l'IPJ, de l'Institut pratique de journalisme, qui est à Paris. Mais il y a d'autres écoles qui sont membres. Il y a Louvain qui est membre. Il y a d'autres écoles aussi, l'IEX pour Bruxelles. Et bien entendu, les écoles africaines et les écoles canadiennes. Donc nous espérons, monsieur le directeur, que bientôt le LJCAM aussi pourrait appartenir à ce grand réseau de la francophonie, puisque vous êtes une grande école qui défend également la francophonie. Donc voilà un peu pour planter le décor. Alors, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, voici ce que je vous propose ce matin. Parlons de la question de la liberté de la presse au Canada. Dans un premier temps, j'aimerais aborder un peu l'actualité des dernières années sur la liberté de la presse. Qu'est-ce qui se dit à propos de la liberté de la presse au Canada? À partir de là, nous allons essayer de voir si les fondements de cette liberté sont ébranlés au Canada. Nous allons parler des garanties constitutionnelles de la liberté, mais aussi des limites de cette liberté. Vous verrez, et bien sûr, comme vous le savez, qu'aucune liberté n'est absolue, quelle qu'elle soit, et que dans une démocratie, il y a toujours des limites, n'est-ce pas, à toutes les libertés qui sont reconnues. Et en matière de presse, bien entendu, il y a de ces limites-là. Mais dans quelle mesure peut-on imposer des limites à la liberté de la presse? Nous en verrons donc dans un 4e temps, en examinant la jurisprudence de la Cour suprême du Canada de ces dernières années.
puisque je viens tout fraîchement du Canada, il y a un certain nombre de décisions qui ont été rendues par la Cour suprême du Canada et qui touchent les journalistes de façon particulière. Ces décisions, on se demande si elles ne vont pas constituer peut-être, en tout cas, des encadrés, fait l'objet d'encadrés que l'on va mettre dans les rédactions, puisque vous le verrez tout à l'heure, c'est un peu la Cour suprême qui s'érige un peu en, je ne dirais pas un rédacteur en chef, mais en tout cas un chef de la déontologie et de l'éthique pour les journalistes, sauf que dans ce cas, il s'agit bien entendu des normes, des principes qui sont des principes légaux. Ensuite, nous allons parler de deux domaines d'application des principes qui garantissent la liberté de presse. Le domaine de la protection des sources journalistiques, qui est quand même un indicateur important de la liberté de presse. Dans un pays où les sources journalistiques ne sont pas couvertes, ne sont pas protégées, eh bien, cela vous donne une idée sur l'état du droit de la presse dans ce pays. Donc, la question de la protection des sources est une question très importante et nous allons voir au niveau du Canada ce qu'il y en est. Et dans un deuxième temps, nous parlerons de la question de la diffamation. Là aussi, c'est un domaine important pour la pratique journalistique. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau du Canada? Peut-on être poursuivi aussi facilement pour des questions qui touchent à l'honneur et à la dignité, à la réputation de la personne? C'est ce que nous allons voir. Donc, pour terminer un peu ce tour d'horizon, et bien entendu, nous allons ouvrir une période de questions. Cela dit, je ne veux pas avoir à parler tout seul pendant tout ce temps. Le directeur m'a dit de ne pas hésiter à vous interpeller sur un certain nombre de choses. Donc, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous puissiez intervenir au fur et à mesure que j'aborderai ces différents points. Alors, en ce qui concerne l'actualité sur la liberté de la presse, j'ai mis un peu plus de texte à l'écran, ce n'est pas mon habitude, mais je me dis que ce ne serait pas inutile pour vous, en tout cas, de lire la substance de ce que je vous dis, de ce que je vous présente. Comme vous le voyez ici, chaque année, Reporters sans frontières établit un palmarès mondial de la liberté de la presse. On peut discuter des méthodes de Reporters sans frontières, on peut discuter des critères dont il tient compte pour établir ce palmarès, mais on ne peut pas discuter au moins de l'idée qu'on peut se faire sur le pays à partir de ce palmarès. Du moins, c'est ce que nous avons comme palmarès mondial aujourd'hui, c'est celui de Reporters sans frontières. Et cette année, en 2013, Reporters sans frontières a classé le Canada au 20e rang mondial, alors que l'année précédente, il était au 10e rang et il était considéré comme le meilleur pays des Amériques. En tout cas, celui qui occupe le meilleur rang des Amériques. Ça veut dire qu'entre 2012 et 2013, quelque chose s'est passé qui justifie qu'on déclasse le Canada de 10 rangs, donc de façon à ce que aujourd'hui on classe mieux la Jamaïque que le Canada. La Jamaïque est 13e, le Costa Rica aussi qui est mieux classé que le Canada. Donc quelque chose s'est passé. Est-ce que cela veut dire que le Canada devient de plus en plus un pays du tiers-monde au sens péjoratif du terme? On peut se poser cette question. Dans tous les cas, Reporters sans frontières, c'est reposer, en tout cas, à reposer sa décision, à fonder son classement sur un certain nombre d'événements, un certain nombre de faits qui se sont produits au Canada au cours de la dernière année, au cours de l'année 2012, et aussi, quand même, au cours des années antérieures, un certain nombre d'événements donc, qui inquiètent la communauté internationale, les défenseurs de la liberté de la presse. On mentionne en particulier un projet de loi, qui est le projet de loi C-30, qui institue une surveillance d'Internet, une surveillance des internautes. Le motif évoqué par le gouvernement, c'est d'assurer la protection des enfants contre la pornographie en ligne. C'était le titre d'ailleurs de la loi sur la protection des enfants contre les cyberprédateurs. Alors, l'idée de protéger les enfants contre les cyberprédateurs n'est pas mauvaise en soi et personne ne peut être contre cette idée. Le problème, c'est que la loi donne des pouvoirs énormes à la police d'interpeller les fournisseurs d'accès Internet, n'est-ce pas? Ces fournisseurs, une fois interpellés par la police, sont sommés, sont tenus de fournir l'adresse des internautes,
l'adresse IP de leur ordinateur, toute information donc, qui permettrait à la police de les retracer. Et les fournisseurs doivent agir sur demande verbale et écrite de la police, c'est-à-dire sans passer par un juge qui leur ordonnerait, en tout cas qui leur donnerait mandat d'aller faire une telle perquisition ou faire une telle demande. Et la police a reçu donc des pouvoirs exorbitants, des pouvoirs énormes de la part donc, du gouvernement pour agir de la sorte. Donc c'était un peu le but de la loi C30. Évidemment, cette loi ou ce projet de loi a fait l'objet d'une protestation, je dirais, nationale et internationale. Et d'ailleurs, Reporters sans frontières a fait des représentations, a dénoncé à travers des communiqués de presse cette loi-là, et qui a donc a été décriée un peu partout. Tellement décriée que récemment, le 11 février 2013, le gouvernement a été obligé de retirer son projet de loi. Alors, n'eût été ces protestations, n'eût été évidemment ces cris d'alarme de la communauté nationale et internationale, cette loi aurait passé. Et si elle avait passé, si elle était passée, si elle était adoptée, évidemment, elle aurait eu pour conséquence d'interpeller toutes sortes de communications qui passeraient par Internet ou par le mobile, ce qui inclurait, bien évidemment, les journalistes. Donc c'est une loi qui porterait atteinte à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, et aussi, bien sûr, porterait atteinte à la vie privée. Heureusement que le projet a été retiré donc, le 11 février 2013. Il y a eu aussi un certain nombre d'autres éléments qui touchent beaucoup plus à la question de la protection des sources journalistiques. Et là, eh bien, il y a un certain nombre d'événements qui se sont produits et qui ont aussi alerté l'opinion publique nationale et internationale. Il y a eu en particulier le projet de loi 78 du gouvernement du Québec d'alors. Vous vous souvenez tous du mouvement étudiant qui a été appelé, enfin, nommé ou caractérisé par le terme de printemps érable en analogie au printemps arabe. Ce qui s'est passé au Québec, vous avez vu des milliers et des milliers d'étudiants dans la rue en train de protester parce que le gouvernement a pris la décision d'augmenter de façon substantielle les frais de scolarité des étudiants, ce que les étudiants ne voulaient pas accepter. Donc ça a donné lieu à des grèves et à des grèves, toutes sortes de mouvements, parfois des actes de violence, etc. Ce qui a contraint le gouvernement à disons, proposer un projet de loi qui interdit les manifestations non déclarées. Autrement dit, le projet de loi 78 disait en substance que toute manifestation d'une dizaine de personnes au moins doit faire l'objet d'un avis préalable à la police, 8 heures à l'avance. C'est-à-dire que vous avez envie de vous réunir à 10 et protester contre quelque chose, vous devez en aviser la police 8 heures à l'avance, en lui donnant toutes les précisions sur la manifestation, la date, le lieu, la durée, l'itinéraire, etc. Ce que disait le projet de loi. Vous en doutez, ce projet de loi interdisait donc toutes les manifestations spontanées et interdit dans un certain sens, enfin disons, porte dans un certain sens atteinte à la liberté d'association, à la liberté d'expression. Quelque chose qui s'est aussi passé au Québec, bien sûr, et au Canada, et qui peut aussi avoir motivé la décision Reporters sans frontières. Bien évidemment, ce projet de loi aussi a été retiré suite à la défaite du gouvernement qui l'a proposé, puisque le nouveau gouvernement qui est au pouvoir aujourd'hui au Canada est un gouvernement souverainiste dont les leaders ont participé aux manifestations étudiantes, dont les responsables politiques ont soutenu les étudiants. Alors, une fois arrivé au pouvoir, ce projet de loi a été aboli, a été retiré donc de la circulation, ce qui fait aujourd'hui que c'est le statu quo au Québec. Il n'empêche que ce sont des initiatives, des événements qui envoient de mauvais signaux sur la liberté, sur les droits fondamentaux au Canada. Il y a eu aussi un certain nombre de pratiques policières à l'endroit des journalistes, qui sont soit le fait des lois qui ont été adoptées depuis, dans la foulée des attentats du 11 septembre. Il y a eu notamment une loi qui s'appelle la loi antiterroriste qui a été adoptée après le 11 septembre, un peu à l'image de ce qui a été fait aux États-Unis. Cette loi antiterroriste a porté des amendements
à des modifications à 3 lois canadiennes. D'abord, le code criminel, pour renforcer un peu les modalités, pour créer de nouvelles infractions dans le code criminel, et des modifications aussi à la loi sur la preuve au Canada, et des modifications à la loi sur les secrets officiels. Il y avait une vieille loi des années 70 qui s'appelle loi sur les secrets officiels. La loi antiterroriste a modifié cette loi sur les secrets officiels et l'a rebaptisée la loi sur la protection de l'information. Et cette loi sur la protection de l'information comporte une disposition, notamment l'article 4 de la nouvelle loi sur la protection des informations, qui considère comme crime, qui, disons, incrimine toute personne, reçoit, retient ou communique des renseignements qui sont considérés comme étant des renseignements officiels, c'est-à-dire des renseignements opérationnels spéciaux. Qu'est-ce que c'est que des renseignements opérationnels spéciaux? La loi dit les renseignements opérationnels spéciaux, ce sont les renseignements à l'égard desquels le gouvernement a pris des mesures de protection. C'est assez vague. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le gouvernement qui décide du caractère confidentiel de tel ou tel document, ce qui ne peut pas constituer une base solide pour les citoyens de savoir jusqu'où aller. Donc, les citoyens ne peuvent pas savoir le comportement qui est considéré comme étant un comportement criminel, etc. Alors, une journaliste du Ottawa Citizens a fait mission à son domicile et à son bureau parce qu'elle aurait obtenu d'une source anonyme des documents secrets du service de renseignement du Canada à propos d'un monsieur qui fait l'objet d'une enquête terroriste. Un monsieur qui a été soupçonné de terrorisme, qui a été déporté aux États-Unis. Les États-Unis qui l'ont déporté en Syrie parce qu'il est d'origine syrienne. Il est arrivé là-bas, il a fait l'objet de tortures pendant 1 an. Un monsieur de nationalité canadienne, bien sûr, donc qui a été cédé aux États-Unis. Les États-Unis qui l'ont retourné dans son pays d'origine, donc qui a fait l'objet de tortures, il s'appelle Maher Arar. C'est une affaire énorme qui a secoué tout le Canada. Alors, la journaliste a mis la main sur un document qui montre clairement que ce sont les services de renseignement canadiens qui ont fait rapport sur le monsieur et qui ont vu que c'est ce monsieur-là des liens avec Al-Qaïda et qui ont peut-être probablement parlé avec les services de renseignement des États-Unis. Si c'était vrai, c'est énorme. C'est énorme puisque le citoyen canadien va donc se retourner contre son propre gouvernement qu'il a vendu aux États-Unis, qui l'ont vendu à son pays d'origine. Évidemment, ça fait l'objet de débats énormes au Canada. Alors, la Gendarmerie royale du Canada donc, a fait cette perquisition au domicile de la journaliste pour mettre la main sur le rapport qu'elle a reçu de façon anonyme, pour évidemment remonter jusqu'à la source anonyme qui lui a passé le rapport. Évidemment, abus de la police ou abus de la loi, la question est allée devant les tribunaux. Les tribunaux de première instance ont condamné la journaliste, enfin, ont validé les mandats de perquisition, mais ce mandat a été invalidé par la Cour d'appel de l'Ontario, qui a jugé l'article 4 de la loi sur la protection de l'information abusif, cet article inconstitutionnel. Donc, c'est quand même quelque chose qui s'est passé au Canada. Il y a eu d'autres cas, des cas plus récents. Éric Yvan Lemay, du Journal de Montréal. Ce monsieur, c'est un journaliste qui couvre les questions de santé. Il est en train de faire une enquête sur les documents confidentiels des hôpitaux québécois qui sont à la portée de tout le monde. C'est-à-dire une sorte de mauvaise protection des renseignements privés dans les hôpitaux. Il est allé dans un hôpital, il a trouvé les dossiers des patients qui étaient dans les couloirs de l'hôpital. Il a pris des photos, il a même peut-être pris des copies de ces documents, mais par la suite, ce monsieur a été arrêté par la police. La police a fait une perquisition dans son domicile de 6h30 jusqu'à 11h45, imaginez 5 heures de temps de perquisition. On a relevé ses empreintes digitales, on a pris son ordinateur, on a cherché les habits, les vêtements qu'il a portés au moment où il est allé faire enquête à l'hôpital, et bien, pour justement l'accuser de 2 chefs d'accusation. Le premier, c'est qu'il est accusé de vol de moins de $5 000, c'est la valeur des documents qu'il a subtilisés. Et deuxièmement,
il aurait été accusé de trafic de documents secrets, de documents qui portent des renseignements privés. Ça, il y a à peine quelques mois que ça s'est passé au Québec. C'est quand même l'actualité. Je peux continuer évidemment les exemples. Le monsieur Andrew McIntosh du National Post. Ce monsieur, il a reçu d'une source anonyme un document qui montre que la Banque de développement du Canada a accordé un prêt à un monsieur sur recommandation du Premier ministre. Donc, le Premier ministre du Canada aurait recommandé un citoyen, enfin, recommandé une entreprise qui se trouve dans son comté auprès d'une banque fédérale. Si c'était vrai, ce serait un conflit d'intérêts grave qui aurait pu justifier la démission du Premier ministre. Mais où? Qui a filé ce document à ce journaliste du National Post? D'où a-t-il donné ce document? La banque et le Premier ministre ont trouvé que le document est faux, que c'est quelqu'un qui a fabriqué ce document et l'a refilé à la presse. Donc, il faut trouver la source. Alors, les tribunaux ont sommé ce monsieur McIntosh et son journal à révéler, à produire ce document et à révéler la source de la personne qui a donc transmis le document. Il faut dire que l'affaire est allée jusqu'à la Cour suprême du Canada, mais la Cour suprême du Canada a donné raison à la banque, a donné raison au Premier ministre, parce que dans ce cas, on dit que les documents constituent des documents faux, c'est-à-dire des produits, des documents qui prouvent la criminalité. Il ne s'agit pas de simples documents journalistiques, il s'agit des documents donc, qui sont l'objectif, l'objet réel d'un crime qui aurait été commis, et pour cela, ils ont tout à fait raison d'avoir contraint le journaliste et le journal à produire le document. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc vous voyez un peu dans la palette des événements qui se sont produits ces dernières années, des motifs d'inquiétude, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Canada, qui auraient pu justifier donc le fait que le Canada ait été déclassé d'une dizaine de rangs sur le dernier palmarès. C'est-à-dire pour autant que le Canada devient, comme je l'ai dit tout à l'heure, un pays du tiers-monde, un pays qui glisse tranquillement vers l'arbitraire, vers la dictature. C'est-à-dire que demain, on peut se retrouver dans un pays où la liberté de la presse n'est plus reconnue, où on aurait perdu tous les acquis de cette liberté-là. Je pense que de là, il y a peut-être un petit pas qu'il ne faut pas franchir, et c'est l'objet, évidemment, des prochaines étapes, puisque nous allons voir ensemble sur quoi repose cette liberté de la presse au Canada. Est-ce que ces fondamentaux sont aussi solides pour justifier que l'on ne puisse pas que l'on ne s'inquiète pas trop pour ce qui se passe dans ce pays-là? D'abord, il faut comprendre que la liberté de la presse au Canada repose sur, disons, un arsenal juridique qui est un héritage, le double héritage de la France, de la Grande-Bretagne. Et je dirais même aussi, dans un certain sens, des États-Unis. Pour ce qui concerne les États-Unis, ce n'est pas un héritage, c'est plus une question d'influence, puisque c'est le géant voisin du Sud dont le mécanisme juridique influence forcément la façon dont les choses se font au Canada. Le Canada est héritier de l'arsenal juridique de la Grande-Bretagne, puisque, comme vous le savez, le Canada, bien sûr, a été pendant longtemps découvert, entre guillemets, par la France. Tout a commencé par le Québec, enfin, je fais une petite histoire. Tout a commencé par le Québec. Le roi François Ier, qui a envoyé une expédition dans des terres non découvertes à l'époque pour évidemment chercher la voie vers la Chine. Donc il avait ordonné à Jacques Cartier en 1534 de faire l'aventure, de faire l'exploration. Jacques Cartier donc a découvert ce petit coin du monde, évidemment qui n'était pas vierge, puisqu'il est allé quand même voir des autochtones qui y vivaient. Ce n'était pas une terre vierge, mais bon, on dirait un peu comme Christophe Colomb, nous avons découvert l'Amérique. Mais on a découvert une terre donc, qui était occupée par des autochtones, 1534. Il a fallu attendre 1608 avec Samuel de Champlain, un navigateur de Saint-Malo, pour qu'on puisse instaurer une véritable colonie
n'est-ce pas, dans cette région du monde. Donc, date de création du Québec, 1608. Le Québec, donc, jusqu'en 1760, a vécu comme une colonie française avec tous les rois de France qui se sont succédés comme roi du Canada, roi du Québec. N'est-ce pas, depuis François Ier jusqu'à qui je vais dire, Louis XV, jusqu'à Louis XV. Mais en 1760, la colonie a été vaincue par l'armée britannique. Donc il y a eu la conquête de la colonie, la conquête de ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle-France par la Grande-Bretagne. Donc désormais, il n'y a plus de colonie française. La colonie française est devenue une colonie britannique, 1760. Et en 1963, il y a eu un traité qui a été signé pour reconnaître officiellement cette partie du monde au Grand Empire britannique. En 1774, il y a eu un traité, l'acte de Québec qui a été signé et qui a reconnu au Québec de conserver toute sa tradition juridique, sa religion, sa langue à l'intérieur de cet océan britannique, de cet océan anglophone. Mais c'est à peu près tout ce que l'on a conservé de la France, sinon tout le reste est britannique. Je l'avais dit que de 1760 jusqu'à la création de la Fédération canadienne en 1867, eh bien, c'est l'héritage de la Grande-Bretagne qui était, qui était le fondement du droit du Canada, puisque le Canada, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a été créé en 1867. Donc, en 1867, il y a eu l'adoption de la loi constitutionnelle qui a créé le Canada avec 4 provinces. Le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, 4 provinces qui se sont mises ensemble pour créer le Canada. Et en créant le Canada par cette loi constitutionnelle, le préambule de cette constitution disait que la constitution du Canada repose sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Canada est héritier de toute la tradition juridique de la Grande-Bretagne depuis la nuit des temps. Or, on sait que déjà à l'époque, la Grande-Bretagne avait déjà une longue tradition de défense des libertés, une longue tradition de droits humains, de droits de l'homme, à commencer par la Magna Carta, vous savez, la grande charte des droits de 1215, enfin, précisément le 15 juin 1215, jour où on peut dire le jour de la fondation des libertés fondamentales en Grande-Bretagne, et qui va lancer toute une suite de déclarations et de pétitions en faveur des droits de l'homme, y compris la pétition des droits de 1628, y compris l'habeas corpus de 1679, et y compris aussi la déclaration des droits de 1689. Donc la Grande-Bretagne avait déjà à l'époque une longue tradition de défense des libertés fondamentales. Alors le Canada se fait héritier de toutes ces traditions, pour dire désormais tout ce qui est garanti comme droit en Grande-Bretagne est aussi garanti au Canada. C'est quand même énorme. Alors, cette déclaration, ce préambule-là, donc, qui signifie une importation en droit interne canadien de tout l'héritage juridique de la Grande-Bretagne, va faire en sorte qu'il n'est même plus question de chercher des dispositions particulières pour justifier l'existence de tel ou tel droit. Il suffit d'aller voir dans la tradition britannique que ce droit est reconnu pour affirmer qu'il est également reconnu au Canada. Il en est ainsi de la liberté de la presse. Donc, c'est seulement en 1982, avec la Charte canadienne des droits et libertés de 1982, qu'il y a eu une disposition expresse sur la liberté de la presse au Canada. Avant, il n'y avait aucune disposition expresse. Il suffisait tout simplement de faire une interprétation de la Constitution de 1867. Donc, il faut voir quand même une longue tradition donc, qui ne nécessitait même pas l'existence d'une disposition expresse. Alors, en 1982, il y a eu ce qu'on appelle au Canada le rapatriement de la Constitution. Ça veut dire qu'à partir de 1982, et puis c'était d'hier, 82, il n'y a pas si longtemps, c'est seulement à partir de 1982 que le Canada peut agir comme pays souverain tant sur sa constitution que sur toutes ses autres lois. Avant cette date, la Grande-Bretagne pouvait continuer à légiférer pour le Canada. Parce que
Le Canada continue d'être une monarchie constitutionnelle. Ça n'a pas changé. Même avec la loi de 1982 sur le Canada, ça n'a pas changé. Le Canada est une monarchie constitutionnelle qui a eu depuis la nuit des temps, depuis François Ier, qui a eu 15 rois à la tête comme monarque. Je veux dire aujourd'hui, la reine Elisabeth II, c'est le 15e monarque du Canada. Et c'est de façon continue que les rois se sont succédés à la tête du Canada. C'est Elisabeth II qui est le chef de l'État du Canada. Et puis le Premier ministre, oui, il est chef du gouvernement. Mais la reine II se fait représenter au Canada par un gouverneur général. Le gouverneur général donc, qui représente la reine. Alors, donc avant 1982, la Grande-Bretagne pouvait continuer à légiférer pour le Canada. Mais à partir de 1982, ce n'est plus le cas. Le Canada a retrouvé la plénitude de sa souveraineté législative. Donc, dans cette dernière loi que la Grande-Bretagne a votée pour le Canada, ça s'appelle la loi de 1982 sur le Canada, il y a eu une annexe. Une des annexes de cette loi, c'est la Charte canadienne des droits et libertés. Cette charte est devenue l'arsenal juridique le plus important du Canada, même plus que toute la tradition britannique dont le Canada a hérité. La charte est énorme aujourd'hui. Son influence, son impact est énorme, depuis 1982 seulement. Cette charte, donc, qui a d'une façon générale établi l'ensemble des valeurs qui caractérisent le Canada. Puisqu'avant ça, le Canada reposait sur quoi? Pas grand-chose. On parlait des deux solitudes à l'époque. On pouvait rechercher vainement des traits distinctifs, des traits de valeur là, qui caractérisent le Canada. Qu'est-ce qui fait que ce pays-là est unique? On pouvait chercher longtemps, évidemment. Mais à partir de 1982, à partir de la charte contient les valeurs, les principes qui caractérisent ce peuple, tant pour ce qu'il est aujourd'hui que pour ce qu'il veut devenir. La Charte canadienne des droits et libertés, donc, qui n'est pas seulement une charte ordinaire, mais qui fait partie de la Constitution. La charte est enchâssée dans la Constitution, donc c'est la Constitution même. Et c'est dans cette charte, à l'article 2B, qu'il y a une vraie garantie expresse de la liberté de presse. Cette charte dit à l'article 2B que la charte canadienne garantit donc et que chacun a les libertés fondamentales suivantes, et puis on a parlé à l'alinéa A de la liberté de religion, et à l'alinéa B, la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. Y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. C'est la première fois que l'on mentionne la presse dans un instrument juridique canadien, enfin, dans un instrument législatif, je veux dire, canadien, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. Donc, désormais, la liberté de la presse est formellement, expressément garantie par la Constitution canadienne. Cela veut dire que désormais, ce n'est plus juste une simple liberté à imaginer là, dont il faut reconnaître l'existence en interprétant des principes. Désormais, ça devient un principe constitutionnel. Donc, au-dessus de toutes les lois canadiennes. C'est par rapport à ce principe-là qu'on peut évaluer les lois canadiennes. Bien sûr, on verra quand même que dans cette même charte, on a reconnu d'autres lois. Il n'y a pas que la liberté de presse. Il n'y a pas que la liberté d'expression. Il y a d'autres droits, d'autres libertés par rapport auxquelles il faut apprécier, évaluer la liberté de la presse. Eh bien, cet article 2B correspond à l'article 3 de la Charte québécoise, puisque la Charte québécoise a été adoptée déjà en 1975, mais donc cette Charte québécoise ressemble mutatis mutandis à cette disposition de l'article 2B de la Charte canadienne, sauf que la Charte québécoise ne mentionne pas expressément la liberté de la presse, mais parle de façon générale de la liberté d'expression. Donc voilà un peu les garanties de cette liberté. Voilà un peu les instruments
de garantie. Le fait de savoir que la garantie existe dans la Constitution, que c'est une garantie qui a fait l'objet d'une charte, évidemment, reconforte tout le monde. Ça veut dire que c'est une garantie qui est solide, qui ne peut pas être modifiée, qui ne peut pas être retirée, supprimée par une loi, par un gouvernement quelconque, un gouvernement quel qu'il soit. D'ailleurs, on ne peut pas modifier la charte, la Constitution canadienne comme bon vous semble. D'ailleurs, il vous faut l'accord des 10 provinces du Canada pour modifier quoi que ce soit dans la Constitution canadienne. 10 provinces du Canada, un tel accord n'est pas facile à obtenir. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme tous les droits et comme toutes les libertés qui sont garanties, qui sont reconnues, il y a une limite à la liberté de la presse. Et cette limite, elle est reconnue par l'article 1er de cette même charte. L'article 1er qui dit que la Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. C'est une disposition qui doit vous être familière, puisqu'elle correspond à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette Convention européenne, qui est aussi un outil très très important de garantie des libertés fondamentales, donc c'est à peu près la même chose que dit l'article 1er de la Charte canadienne. Mais encore faudrait-il savoir comment on peut justifier les limites. On dit des limites qui soient raisonnables. Qu'est-ce que ça veut dire, des limites raisonnables à la liberté de presse? Si la loi dit ça, n'importe qui peut en faire ce qu'il veut. Le gouvernement peut l'interpréter comme il veut. Le gouvernement peut estimer, en imposant telle restriction, en imposant telle limite, estimer que la limite est raisonnable. Estimer que les restrictions sont raisonnables. Alors qu'est-ce que le législateur veut dire par limite raisonnable? Et qu'est-ce qu'il veut dire par justification dans une société libre et démocratique? Certainement, il fait référence aux démocraties occidentales. Il fait référence à des pays comme les pays de l'Europe, de l'Ouest, à des pays comme les États-Unis. Mais on peut s'en douter, le libellé de cette disposition n'est pas assez clair. On ne sait pas exactement ce que veut dire le législateur. Mais c'est un peu le propre de la loi d'être une disposition d'ordre général. Le propre de la loi, ce n'est pas d'aller dans les détails. Ce n'est pas de donner des spécificités sur des aspects assez pointus. Il revient aux tribunaux. Il revient soit à un décret, si on est dans un régime légaliste, dans un régime civiliste, au décret, évidemment, de donner des détails d'une loi. Mais puisque nous sommes au Canada, nous sommes dans un régime de common law, les tribunaux jouent un rôle très important dans l'interprétation des lois. Et parfois même, les tribunaux peuvent compléter la loi dans un certain sens. Et c'est un peu ce que les tribunaux ont fait en ce qui concerne l'article 1er de la Charte canadienne. Puisque les tribunaux se sont évertués donc à dire en quoi, enfin, à énoncer les critères des limites, les critères des restrictions, dans quelles conditions il est acceptable que l'on impose des limites ou des restrictions à la liberté de presse ou à la liberté d'expression. Ce sont les tribunaux qui ont donc donné ces repères-là. Alors, grosso modo, avec la jurisprudence des tribunaux depuis 1985, c'est-à-dire 3 ans après l'adoption de la Charte canadienne, on est arrivé aujourd'hui à la mise en place de mécanismes de justification des limites à la liberté de presse et à la liberté d'expression. C'est toute une mécanique, un cadre d'analyse que les tribunaux ont au fil de la jurisprudence tissé pour permettre donc d'évaluer toutes sortes de limites qu'on imposerait désormais à la liberté de presse et à la liberté d'expression. La démarche, elle est la suivante. La démarche est en 5 étapes. Les 2 premières étapes doivent être démontrées par les personnes qui se plaignent. Les personnes qui se plaignent des atteintes au droit à la liberté d'expression ou au droit à la liberté de presse. Donc c'est la personne qui se plaint qui doit faire la démonstration des 2 premières étapes.
Les 3 dernières étapes reviennent à l'État ou à ses représentants ou à ses organismes, bref, à tous les organismes qui ont pris des mesures donc, pour limiter la liberté de la presse ou la liberté d'expression. Les 2 premières étapes donc incombent à la personne qui se plaint. Cette personne doit démontrer que son droit est garanti par la Charte canadienne. Démontrer que son droit est garanti. Démontrer que l'activité qu'elle mène est une activité qui est couverte par la Charte canadienne des droits et libertés. Une activité qu'on peut caractériser de liberté d'expression, qu'on peut caractériser de liberté de presse. Ça paraît aisé lorsqu'on est en journalisme. Lorsqu'on est des journalistes et qu'on écrit dans les journaux, ou qu'on est des journalistes de la presse audiovisuelle, et qu'on parle dans les ondes, évidemment, on peut alléguer très facilement que l'activité que l'on mène est une activité qui est évidemment couverte par les chartes. Mais attention, ce ne sont pas toutes les expressions qui sont couvertes de la même façon. Ce que la Cour suprême a dit, c'est que chaque forme d'expression doit être appréciée à sa juste valeur, en fonction de ce qu'elle est, en fonction des objectifs qu'elle vise. Car si une activité veut bénéficier d'une couverture ou de la couverture de la Charte canadienne, elle doit correspondre aux valeurs qu'on attache à la liberté d'expression. Il y a des valeurs fondamentales qui sont attachées à la liberté d'expression. Donc, c'est les formes d'expression qui vont se rapprocher le plus de ces valeurs seront mieux protégées. Si vous démontrez que l'activité que vous menez est proche de ces valeurs, vous avez plus de chances que cette activité soit garantie, soit assurée. Les valeurs, la transmission d'une signification. Toute activité, toute expression qui vise à transmettre une signification est protégée. Ça veut dire qu'il faut avoir un sens dans ce qu'on fait. Quand on est journaliste, quand on écrit, quand on parle à la radio, à la télévision, il faut bien sûr vouloir dire quelque chose. Il faut que l'expression ait un sens, une signification, qu'elle vise la découverte de la vérité. La découverte de la vérité en démocratie est capitale. Dans une démocratie, je pense qu'il faut toujours faire cet effort de tendre un peu plus vers la vérité. Et en toute chose, la vérité doit demeurer ce qu'on appelle en anglais paramount, c'est-à-dire fondamentale, prioritaire. La protection de l'autonomie et l'enrichissement personnel. Démontrer que votre activité, bien sûr, n'est pas pour les autres, mais contribue à vous faire grandir, à élever votre esprit, favorise votre enrichissement personnel. Et dernièrement, et enfin, que l'activité contribue à la promotion de la participation au processus démocratique, à la prise de décision éclairée. Toutes choses, toute expression qui vont dans ce sens-là vont être protégées par la Charte, donc garanties par la Charte canadienne des droits et libertés. Alors vous allez dire, toutes les activités que mènent les journalistes rentrent dans ce cadre. Soit, en principe, mais encore faudrait-il y aller au cas par cas. Parce que certaines activités peuvent ne pas répondre à ces valeurs-là. D'ailleurs, la violence, puisqu'on a dit la violence n'est pas une expression qui est garantie, et ça c'est clair, ce n'est pas le fait des journalistes, eh bien, on se comprend. Maintenant, si vous me dites, toutes les activités journalistiques sont garanties, qu'en est-il alors des propos haineux? Lorsque l'activité journalistique fait la promotion de propos haineux, est-ce que ces activités vont être garanties par la Charte? Eh bien, là, il y a un problème. Parce que quand vous comparez aux valeurs qui ont été énoncées, les propos haineux, vous allez vous rendre compte que le propos haineux s'éloigne évidemment de ces valeurs-là. Donc, il y a moins de chances qu'une activité journalistique empreinte de propos haineux ne soit pas reconnue comme prioritaire, comme droit prioritaire par rapport à d'autres droits, par rapport auxquels elle serait en conflit. La même chose, quand j'ai parlé tout à l'heure de la protection des sources. La protection des sources anonymes. Est-ce qu'elle est garantie par la Charte? Évidemment, on verra, je le dirai dans une minute, que
les journalistes ont allégué que la protection des sources est un droit constitutionnel, parce qu'elle serait garantie par l'article 2B de la Charte. La Cour suprême a dit non, la protection des sources n'est pas une garantie constitutionnelle. Elle ne fait pas partie de l'article 2B, pour deux raisons, deux ou trois. La première, c'est que les journalistes ne forment pas une profession homogène. La Cour suprême les a caractérisés comme un ensemble un ensemble de rédacteurs et d'orateurs aussi hétérogènes que mal définis. C'est l'expression de la Cour suprême. Un groupe de professionnels dont les frontières sont aussi poreuses, on ne sait pas qui est qui, il n'y a aucune exigence d'appartenir à la profession, il n'y a aucun permis qui soit obligatoire, aucun organisme qui ait le droit de contrôle, eh bien, ça ne peut pas faire. Deuxièmement, il y a plusieurs mécanismes d'accès à l'information et la protection des sources anonymes est l'un de ces mécanismes. Mais il y a d'autres mécanismes, par exemple comme l'interception de communication privée, comme tout ce qu'on peut voir les paparazzis mettre en œuvre comme dispositif de captation de l'image ou de l'information. Ça aussi, ce sont des mécanismes de collecte de l'information. Est-ce qu'il faut garantir aussi tous ces mécanismes-là que les journalistes d'enquête utilisent pour avoir de l'information? Non. Parce qu'il y a plusieurs moyens d'accès à l'information et la protection des sources anonymes, ce n'est que des moyens. Donc on ne peut pas garantir de façon générique, n'est-ce pas, la protection des sources comme faisant partie des droits fondamentaux. Donc, voyez-vous, donc on ne peut pas, disons, dire de cette façon-là que toutes les activités journalistiques sont protégées par la Charte, font partie donc de ces droits fondamentaux. Alors, voilà donc la première étape. La deuxième étape, lorsque on réussit à démontrer quand même que l'activité est une garantie, par exemple, lorsque vous publiez un article dans un journal, un article correct sur un fait qui s'est produit, démontrer que l'activité fait partie de l'article 2B, ce n'est pas difficile. Hein? Si l'activité ne s'écarte pas des valeurs dont nous venons de parler, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, si vous réussissez la première étape, vous devez démontrer que les mesures gouvernementales, et j'emploie ici le mot gouvernemental dans le sens élargi du terme, dans le sens de tous les représentants de l'État, qui prennent des mesures qui portent atteinte à la liberté de presse, lorsque vous démontrez que votre activité est garantie comme faisant partie des droits de la Charte, eh bien, vous devez démontrer qu'il y a eu atteinte. Atteinte à cette liberté-là, de quatre façons. Soit qu'il y a eu atteinte à la forme de l'expression, au contenu de l'expression, à l'accès ou à la transmission de l'expression. Donc, toutes les mesures qui auraient pour objet ou pour effet de restreindre la circulation de l'information, l'accès à l'information, la transmission de l'information ou le contenu de l'information, eh bien, peut être considéré comme une atteinte à la liberté de presse. Et ça aussi, ce n'est pas toujours, en général, ce n'est pas difficile à démontrer. On peut le démontrer très facile. Alors, si vous arrivez donc à faire cette démonstration, les deux premières étapes, vous renversez le fardeau de la preuve. Il y a eu renversement du fardeau de la preuve, et là, c'est l'État qui doit à son tour démontrer que oui, soit l'État va contester que votre droit n'est pas garanti, ça arrive très souvent. Les procureurs, comment on les appelle là-bas, les procureurs de la couronne, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici les procureurs de la République, vont démontrer que non, votre activité n'est pas garantie. Alors, si l'État perd sur la question de la garantie, eh bien, il va dire quand même, article 1er, oui, le droit est garanti. Supposons que le droit soit garanti, eh bien, les atteintes sont quand même justifiables. Ça, c'est un peu la technique que les procureurs de la couronne utilisent souvent. Dans un premier temps, on va contester votre droit, s'il est contestable, et dans un second temps, de façon alternative, on va dire, bon, même s'il était reconnu, la limite, elle est raisonnable. Alors, si vous pensez que la limite est raisonnable, voilà les trois étapes par lesquelles vous devez passer. D'abord, vous devez démontrer que les restrictions sont imposées par une règle de droit. Ce qu'on n'entend par une règle de droit, c'est une norme qui est compréhensible, qui est claire, qui est précise. Ce n'est pas
comme l'article 4 dont j'ai parlé tout à l'heure, l'article 4 de la loi sur la protection de l'information, qui est très vague sur la question des renseignements opérationnels spéciaux. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ça, ce n'est pas une règle de droit. Ce n'est pas ce qu'on appelle une règle de droit. La règle de droit est une norme générale, impersonnelle, elle est précise, elle est prévisible, elle est intelligible, elle doit permettre aux citoyens de savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. C'est ça. Quand on est dans un état de droit, ce que ça veut dire. La norme, la règle de droit ne réserve pas l'arbitraire au gouvernement ou à ses représentants. Il doit donc permettre aux citoyens de se prévoir, enfin de prévoir exactement ce qu'il peut faire. Deuxièmement, l'État doit démontrer que l'objectif social visé par les mesures de la restriction est un objectif suffisamment important pour justifier la suppression de droits. L'objectif est urgent et il est réel, soit pour protéger une population, soit pour la sécurité publique, soit pour, en tout cas, les motifs qui sont énumérés à l'alinéa 2 de l'article 10 de la Convention européenne. Cet alinéa est beaucoup plus explicite que l'article 1er de la Charte canadienne. Si vous lisez le deuxième alinéa de l'article 10 de la Convention européenne, on a énuméré les circonstances dans lesquelles on peut estimer que les limites sont raisonnables. Enfin, le troisième objectif, le troisième critère, c'est le critère de la raisonnabilité des limites. On dit les limites doivent être raisonnables. Pour juger que les limites imposées par le gouvernement à la liberté d'expression et à la liberté de presse sont raisonnables, il y a trois sous-critères. Trois sous-critères. Le premier, c'est le critère du lien rationnel. Il faut qu'il y ait un lien rationnel entre l'objectif visé et les mesures envisagées. Il ne faut pas, si on veut protéger, par exemple, si on interdit des propos haineux, c'est pour protéger un groupe identifiable de personnes. C'est ce que les lois disent. Le code criminel, comme les codes sur les droits humains, disent on ne peut pas admettre des propos haineux qui sont dirigés contre un groupe identifiable de personnes. La situation s'est posée dans un arrêt rendu par la Cour suprême le 27 février dernier, donc il y a à peine 3 semaines, enfin 2 semaines, une dizaine de jours. Dans l'arrêt William Westcott, un arrêt selon lequel un monsieur qui s'appelle William Westcott a mené une campagne contre les homosexuels, contre l'homosexualité dans les écoles. Ce n'est pas un journaliste, c'est un monsieur qui voulait s'exprimer à travers des tracts. Et il en a publié 4. Dans les 2 premiers tracts, il disait de faire tout pour sortir les homosexuels des écoles primaires. Et il utilisait des termes assez durs pour caractériser les homosexuels. Et dans les 2 derniers, les propos qu'il a utilisés ne sont pas aussi durs. La Cour suprême a estimé que les 2 premiers tracts contiennent des propos assez forts, assez blessants pour susciter la haine contre un groupe identifiable de personnes. Et que de ce fait, les propos sont haineux, au sens de la loi. Et en l'espèce, il s'agit du code de la Saskatchewan sur les droits de la personne. Plus précisément l'article 14 de ce code qui interdit les propos haineux contre un groupe identifiable de personnes. La Cour suprême a dit donc 2 choses, a qualifié les 2 premiers tracts de haineux, d'une part, mais d'autre part, a trouvé que dans l'article 14 en question, il y a un bout de phrase, il y a un petit bout de phrase qui ne respecte pas le critère de lien rationnel et le critère d'atteinte minimale. L'article 14 dit « interdit tout propos qui a pour but de ridiculiser et de porter atteinte à la dignité des personnes en question. »
La Cour suprême a dit non. Dire quelque chose pour ridiculiser quelqu'un, pour rabaisser quelqu'un, pour porter atteinte à sa dignité, n'est pas assez fort pour susciter la haine. Alors que l'objectif de la loi, c'est d'interdire le fait de susciter la haine. Oui, vous avez une question. Ouais, on n'a pas le droit de faire des propos haineux, mais est-ce qu'on a le droit de les retranscrire? C'est-à-dire que si par exemple on a un ministre qui dit par exemple les Arabes, quand il y en a un ça va, quand il y en a plusieurs c'est là que ça pose problème, est-ce qu'un journaliste il a le droit de le retranscrire et de dire que cette personne-là l'a dit? Oui, au Canada, vous avez le droit de retranscrire. En tant que journaliste, ça fait partie des immunités qu'on appelle l'immunité relative. C'est-à-dire que de façon très précise, aussi bien dans le code criminel que dans les lois qui protègent les libertés fondamentales, on dit très clairement, et c'est reconnu par les tribunaux, que lorsqu'on fait un reportage loyal, un reportage fidèle de ses propos, on n'est pas poursuivi pour ça. Et ça fait partie des exceptions que vous allez trouver aux articles 298 et suivants du Code criminel du Canada, donc ça c'est reconnu. Mais encore faudrait-il que vous ayez fait un reportage loyal de ces propos, que vous ne vous en fassiez pas sien, que vous ne vous appropriez pas ces propos, parce que si vous vous appropriez ces propos, c'est autre chose. On peut vous poursuivre personnellement pour vous les avoir appropriés, mais si vous en faites juste un reportage, un commentaire, un rapport, évidemment, vous ne pouvez pas être poursuivi pour ça, de ces propos haineux. Donc, la Cour suprême a dit que le bout de phrase qui consiste à dire de ne pas ridiculiser, rabaisser ou porter atteinte à la dignité des personnes, ce bout de phrase ne correspond pas aux deux sous-critères liés rationnels et atteinte minimale. Parce que l'objectif est d'interdire les propos haineux. Mais le propos qui ridiculise, qui rabaisse, n'est pas un propos haineux. Ça fait partie des propos de liberté d'expression. On peut poursuivre la personne pour autre chose. Par exemple, pour diffamation ou pour atteinte à la dignité, à l'honneur, ça c'est autre chose. Mais si on vise l'objectif d'interdire la haine, il faut viser les termes qui suscitent la haine et non autre chose. Et le dernier sous-critère, c'est ce qu'on appelle la balance des inconvénients. Balance des inconvénients, c'est tout simplement démontrer que, oui, il y a eu une limite à la liberté de presse, les inconvénients de cette limite sont moins graves que les bénéfices de l'interdiction. Et ça, c'est le juge, bien évidemment, c'est l'État qui va faire cette démonstration, et en bout de ligne, ce sont les tribunaux qui vont évaluer, qui vont mettre en balance les effets bénéfiques par rapport aux effets néfastes de la liberté d'expression. Bon, je vais accélérer un peu, parce qu'il reste juste la dernière. Alors maintenant, très rapidement, deux domaines d'application de ces principes, puisque tout à l'heure j'ai dit, on va choisir deux domaines, deux sujets importants, deux questions importantes concernant la liberté de presse. Par exemple, la protection des sources. J'en ai déjà parlé en introduction, et puis la diffamation. La protection des sources, il faut dire qu'au Canada, aucune loi n'existe actuellement sur la protection des sources, alors que dans d'autres pays, comme en Europe et aux États-Unis, il en existe. Aux États-Unis, bien sûr, on a dit que la protection des sources n'est pas un droit garanti par le premier amendement. Les tribunaux, la Cour suprême des États-Unis, en est arrivé à cette conclusion. Un peu comme le Canada l'a suivi récemment dans ces différentes décisions. La protection des sources n'est pas un droit constitutionnel, ni aux États-Unis, ni au Canada. Nous sommes d'accord. Par contre, la Cour suprême a dit c'est une question qui relève de la compétence des États. Alors, chaque État est libre d'adopter une loi pour protéger les journalistes, enfin, pour protéger les sources journalistiques. Effectivement, aux États-Unis, la quasi-totalité des États américains ont adopté d'une manière ou d'une autre une loi. Il y en a 33 qui ont adopté une loi pour protéger les sources journalistiques. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis de Shield Law. Shield, c'est... Comment on appelle Shield? Bouclier. Hein? Bouclier. Ça, c'est bouclier contre les sources. Hein? Un bouclier pour protéger les sources journalistiques. Donc, il y en a 33 qui ont adopté une loi. Il y a 16 États américains qui n'ont pas adopté une loi formelle de protection des sources, mais qui ont affirmé l'existence de ce droit
en common law. C'est-à-dire que les tribunaux américains dans ces 16 États ont reconnu le droit de la protection des sources comme un droit de common law, mais pas un droit générique, comme je l'ai démontré tout à l'heure, parce que si c'était générique, ça s'applique à qui? Qui sont les journalistes? Combien sont-ils? Parce qu'ils sont tellement hétérogènes, donc on ne peut pas considérer ça comme un droit générique, mais un droit au cas par cas. Et c'est l'attitude que le Canada a fini par adopter. Donc, dans 16 États américains, la protection des sources est un droit reconnu, un droit de common law reconnu au cas par cas. Et c'est la solution que le Canada a adoptée récemment dans cette dernière jurisprudence. Alors, donc, je disais qu'il n'y avait pas de loi au Canada et que les journalistes étaient sous la pression des tribunaux pour révéler leurs sources. J'en ai donné quelques exemples tout à l'heure. Il y en a ici d'autres ici. Il y a l'affaire Ken Peters du Hamilton Spectator, un monsieur qui a été condamné même pour outrage au tribunal parce qu'il n'a jamais voulu révéler ses sources. Il a été condamné. Heureusement, parce que au Canada, l'outrage au tribunal est à la fois une faute civile et une infraction criminelle. Lorsque le juge vous ordonne de faire quelque chose auquel vous n'obéissez pas, vous pouvez être condamné ex facie ou in facie, c'est-à-dire en présence du juge ou en dehors de la présence du juge. Dans un cas comme dans l'autre, l'outrage au tribunal peut donner lieu à un emprisonnement. Dans le cas de ce journaliste, il a évité la prison tout simplement parce que sa source s'est révélée d'elle-même. Ayant pitié un peu de cette tribulation, et la source est révélée, donc pour lui éviter des ennuis. Alors, donc il n'a plus été poursuivi sur le plan pénal, mais sur le plan civil, il a été condamné à 31 600 $, quand même beaucoup d'argent, pour avoir désobéi au juge. 31 600 $. Cette décision a été annulée en cours d'appel. Donc finalement, l'amende a été annulée et monsieur a été libéré. Dans d'autres affaires, l'affaire Joël Denis Bellavance et Gilles Turpin du journal La Presse sont deux journalistes qui ont mis la main sur un document secret de la GRC, enfin des services secrets canadiens, qui incriminait un citoyen canadien d'origine tunisienne. Bon, comment il s'appelle? Non, j'oublie son nom, mais Sharkawi. Il s'appelle Sharkawi. Il a été donc arrêté par les services secrets parce qu'il y avait un document, un rapport sur ses acquaintances avec Al-Qaïda. C'est toujours ça, hein, c'est un peu comme le cas de Maher Arar. Alors, normalement, lorsque la police arrête quelqu'un, elle doit lui dénoncer le document sur la base duquel l'arrestation a eu lieu, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Donc, on a violé les droits de ce monsieur, les droits constitutionnels de ce monsieur. Alors, c'est le document qu'une source anonyme a envoyé à ces deux journalistes qui ont permis donc de découvrir qu'il y avait eu vice de procédure. Alors, la police a obtenu donc un mandat pour obliger ces deux journalistes à révéler leurs sources, ce qui finalement n'a plus été le cas. Je crois que les tribunaux ont donné raison à ces deux journalistes de refuser de révéler leurs sources. Alors j'ai déjà parlé tout à l'heure de Juliette O'Neill, donc en ce qui concerne de Ottawa Citizens. Alors, l'absence d'une loi sur la protection des sources, aujourd'hui ce n'est plus... Bon, il n'y a pas de loi, mais aujourd'hui il y a quand même deux décisions importantes de la Cour suprême du Canada depuis les 2 dernières années, qui ont aujourd'hui dit clairement ce qu'il en est. Aujourd'hui, on n'est plus dans un vide juridique comme tel, nous sommes dans un cas où il est formellement reconnu un droit à la protection des sources journalistiques, mais un droit au cas par cas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, la protection des sources n'est ni un droit constitutionnel, mais ni un privilège générique, mais un privilège de common law au cas par cas. Alors, pour exiger qu'un journaliste dans une instance judiciaire réponde à des questions susceptibles de permettre d'identifier une source confidentielle, la partie requérante doit démontrer leur pertinence. En quoi le témoignage du journaliste, en quoi les documents que vous voulez obtenir auprès de lui, en quoi la source journalistique est pertinente pour le procès.
cette démonstration doit être faite par la personne qui demande la révélation des sources. Et quand je dis pertinence, cela veut dire non seulement démontrer que les témoignages, les documents ou la source ont un lien avec le procès, mais démontrer que c'est essentiel au procès. Et ça, c'est pas facile. La charge de la preuve n'est pas aussi banale. Démontrer que c'est essentiel, démontrer qu'il n'y a aucun autre moyen d'obtenir la preuve recherchée. Et ça, c'est quand même important. Qu'il n'y a aucun autre moyen d'obtenir la preuve recherchée. Et donc, il y a un certain nombre de critères donc, reliés à la notion de pertinence. Alors, si les questions sont pertinentes, le tribunal examinera ensuite les 4 volets du test de Wigmore et déterminera si le privilège devait être reconnu dans ce cas particulier. Oui, question. Est-ce que l'évaluation de la demande de la révélation de la source qui est pertinente, ça, c'est pas un peu facile justement, par exemple, si un journaliste parle, je sais pas, d'un politicien ou d'une entreprise, on peut simplement invoquer le fait que ça peut nuire à la crédibilité, à la réputation et tout ça, et demander à ce que, à valider la source, quoi, au cas où si la source n'est pas quelqu'un de compétent ou quelqu'un de crédible. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais ici c'est d'abord la personne qui veut obtenir la révélation qui démontre la pertinence. Ben, c'est pas le journaliste qui démontre la pertinence. Est-ce qu'on peut pas simplement invoquer le fait de demander de révéler la source afin d'évaluer si la source elle est crédible ou pas? Oh non, c'est pas la crédibilité de la source qui est en question. C'est le principe même de révéler son identité. C'est ça qui est en question. Et c'est ça qui constitue pour les journalistes, disons, un droit sacré, en guillemets. Ils ne veulent pas, lorsqu'ils ont promis à une source la confidentialité, l'anonymat, ils ne veulent pas tout simplement que la source soit reconnue. Que ce qu'il est dit soit crédible ou pas, ça c'est notre problème, ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est le fait de ne pas révéler l'identité même de la source. Est-ce qu'on peut pas justement à ce moment-là invoquer le fait que ce qui est donné par la source c'est mensonger, c'est monté de toutes pièces par le journaliste? Oui, bon, ça on va le voir dans le deuxième test, okay. Le test de Wigmore. Tout ce que le journaliste lui reste tranquille. Celui qui demande qu'il révèle sa source doit démontrer la pertinence de la preuve qu'il veut obtenir auprès du journaliste. Je dis, ce n'est déjà pas facile. Ce n'est déjà pas facile de démontrer la pertinence. Parce que non seulement il faut démontrer que la preuve qu'on veut obtenir auprès du journaliste est une preuve importante, que c'est une preuve essentielle qui ne peut être obtenue autrement qu'auprès du journaliste. Donc, s'il y a d'autres façons d'obtenir, vous n'allez pas vous adresser au journaliste, allez-vous-en. Et si vous ne convainquez pas la Cour sur la pertinence de la preuve que vous voulez obtenir auprès du journaliste, le procès s'arrête là. Je veux dire, le journaliste, il va être dans son coin, il est tranquille. Donc, déjà, il y a un niveau d'exigence qui est quand même assez élevé sur la question de la pertinence de la preuve qu'on veut obtenir auprès du journaliste. Deuxièmement, alors, si vous réussissez à faire ça, là, le journaliste aura maintenant à prouver, bien sûr, qu'il bénéficie du privilège de common law. Et pour bénéficier du privilège de common law, il faut appliquer ce qu'on appelle le test de Wigmore. Wigmore, c'est un grand juriste américain qui a influencé énormément le droit judiciaire aux États-Unis et aussi au Canada. Au Canada, lui il a écrit sur la preuve, la question de la preuve. Et dans tous les tribunaux américains, sa référence, ses idées sont des idées de référence. D'ailleurs, pourquoi on dit la doctrine est une source du droit. Et on le voit clairement à travers l'influence de ces auteurs dans les procédures judiciaires. Parce qu'on les cite comme si leur opinion était des dispositions législatives. Et c'est ce qui est arrivé pourtant. C'est un monsieur qui a écrit depuis les années 30 et 40, et en tout cas, son opinion continue d'avoir cours. Alors, ce que Wigmore dit, que si vous voulez invoquer ce qu'on appelle le privilège de common law au cas par cas, vous devez, en tant que journaliste, montrer que
la communication vous a été transmise confidentiellement avec l'assurance que l'identité de l'informateur ne serait pas divulguée. Est-ce que vous avez promis à la source la confidentialité ou pas? Ça va être déterminant. Il va falloir le prouver, que vous avez promis à la source que son identité sera préservée. Deuxièmement, est-ce que le caractère confidentiel est essentiel au rapport dans le cadre desquels la communication est transmise? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que si par exemple l'information peut être divulguée autrement que par la source, cette confidentialité ne sera pas nécessaire non plus. Ne sera pas nécessaire. Troisièmement, ces rapports devraient, dans l'intérêt public, être entretenus assidûment. Compte tenu de la nature du travail que vous faites, est-ce que l'intérêt public, est-ce que nous avons intérêt à maintenir cette confidentialité ou pas, pour vous permettre, vous, de continuer à recevoir ce genre d'informations? Donc, ici, c'est l'intérêt public qui prime par rapport donc, à la pertinence de la confidentialité. Et quatrièmement, l'intérêt public à protéger l'identité de l'informateur contre la divulgation l'emporte sur l'intérêt public à la découverte de la vérité. Donc, encore une fois, la balance des inconvénients. Est-ce que le public a plus intérêt à connaître la vérité qu'à laisser faire le secret des sources? C'est ça qu'on va démontrer. Alors, pour cela, il y a des aspects d'un autre arrêt qui a été rendu très récemment par la Cour suprême dans Globe and Mail, qui donne des détails sur la balance des inconvénients, sur le 4e critère du test de Wigmore. Donc, on voit ici que pour apprécier la balance des inconvénients, on tient compte d'un ensemble de facteurs. L'étape de la procédure où le privilège est revendiqué. Est-ce qu'on est à l'étape de l'interrogatoire préalable? L'interrogatoire préalable, c'est l'étape où le procès n'a pas encore commencé. C'est l'étape où les avocats sont en train de rechercher les moyens, etc., etc. Si on est à cette étape-là, plus on est à cette étape, moins vous aurez de chances de contraindre le journaliste de révéler ses sources. Si le procès n'a même pas commencé, ça veut dire qu'à cette étape, la protection est beaucoup plus grande. Le caractère essentiel de la question dans le cadre différent, ça on l'avait dit, la question de savoir si le journaliste est une partie à l'instance ou simplement un témoin. Si vous êtes poursuivi en diffamation et qu'en même temps vous avez reçu une information en toute confidentialité de source, et là c'est différent puisque vous êtes partie au procès. Donc vous ne pouvez pas à la fois être partie au procès et invoquer la protection des sources. Ça paraît un peu... voyez-vous, donc ici, si vous êtes juste un témoin à un procès auquel vous n'avez pas de lien, ça c'est différent, vous aurez plus de chances de protéger vos sources. La question de savoir si les faits, les renseignements ou les témoignages peuvent être connus par d'autres moyens, le degré d'importance de la nouvelle, du journaliste pour le public et la question de savoir s'il a été publié et relève donc déjà du domaine public ou pas, en tout cas un ensemble de facteurs. Une minute. La question de la diffamation, vous voyez que c'est très très important pour les journalistes. C'est aussi un indicateur de l'état de santé du droit de la presse dans un pays. C'est dans un pays où il est très facile de poursuivre les journalistes, évidemment, de poursuivre les journalistes en diffamation. On peut dire que c'est un pays où la liberté de la presse n'est pas aussi forte, n'est pas aussi garantie. Donc, en ce qui concerne le Canada, il y avait un avant et un après l'arrêt Toronto Star. L'arrêt Toronto Star est une décision très importante qui a été rendue en 2009 et qui a élargi considérablement les droits, les moyens dont la presse peut se prévaloir pour se défendre en diffamation. Avant cet arrêt-là, comment un journaliste était poursuivi en diffamation? Eh bien, il suffisait que quelqu'un se plaigne pour dire que les mots qui sont diffusés par le journaliste attachent sa réputation, que ces mots visent bien sûr le plaignant et que ces mots ont été communiqués en public. Donc, des mots diffamatoires concernant le plaignant qui ont été prononcés en public. Il suffisait de faire cette démonstration, et puis là vous renversez le fardeau de la preuve. Il revenait aux journalistes de démontrer que soit les propos sont vrais, donc ça c'est le moyen de la véracité, ce qui quand même dans certains cas très difficile à faire. On ne peut pas toujours prouver la véracité de tous les propos qu'on diffuse.
dans les médias. Donc vous avez le moyen de la défense de la véracité, vous avez le moyen de ce qu'on appelle le commentaire loyal. C'est-à-dire, bon, quand vous avez émis une opinion, un commentaire, etc., qui porte atteinte, vous devez démontrer que vous ne l'avez pas fait de façon malicieuse, que de façon malveillante, que vous n'avez pas eu l'intention de nuire, etc. Donc, ce qui est encore là, ce n'est pas toujours facile à faire. Ou bien vous allez évoquer ce qu'on appelle l'immunité relative, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles on reconnaît que, logiquement, un journaliste puisse répéter les propos diffamatoires d'autres personnes. Vous voyez que la marge de manœuvre n'était pas assez grande, donc la marge était assez mince, ce qui faisait qu'on pouvait condamner plus ou moins facilement les journalistes en diffamation. Bien sûr, les dommages et intérêts n'atteignaient pas le montant faramineux qu'on pourrait voir aux États-Unis, mais quand même, on a déjà condamné des gens à plus de $1 million au Canada, et ça, évidemment. Et dans cette affaire-là, eh bien, la Cour a estimé que le moment était venu d'élargir la protection des journalistes en ce qui concerne la diffamation, que cette protection n'était pas assez forte, cette protection n'était pas suffisante. Il faut donc élargir les moyens disponibles. Parce que, outre les moyens de justification dont j'ai parlé tout à l'heure et de commentaires loyaux, il faut ajouter ce que la Cour a appelé la communication responsable concernant les questions d'intérêt public. Ça veut dire que désormais, il suffit pour un journaliste de faire la démonstration qu'il a fait de façon responsable son travail pour être levé de toute poursuite en diffamation. Mais évidemment, quand on dit communication responsable et quand on dit intérêt public, les mots ont un sens assez précis que la Cour suprême a essayé de clarifier. Alors rapidement, la Cour, qu'est-ce qu'elle entend par dans l'intérêt du public? Lorsque vous avez diffusé une information sur une question qui éveille l'attention du public ou qui préoccupe d'une certaine façon le public, quelques membres du public, le bien-être de quelques membres du public, c'est d'intérêt public. Et puis, il n'est pas nécessaire que vous ayez écrit sur un personnage public. Ou a dit non, c'est pas nécessaire que le personnage soit un personnage politique, artistique, sportif. C'est pas nécessaire, ça peut être une personne privée, pour autant que le sujet sur lequel vous avez écrit est un sujet qui éveille l'attention, qui concerne le public et qui concerne d'une certaine façon son bien-être, et bien c'est d'intérêt public. Même si le public, le sujet éveille la controverse. La controverse en soi est un sujet d'intérêt public. Bref, ce que la Cour suprême a fait dans cet arrêt, c'est d'élargir le concept d'intérêt public. Donc, permettre aux journalistes de ne plus être poursuivis pour n'importe quoi, démontrer que d'abord la question est d'intérêt public et ensuite démontrer que la communication est responsable. Qu'est-ce que la Cour entend par communication responsable? Eh bien, pour apprécier le caractère responsable de la communication, il faut tenir compte donc de la gravité de l'allégation. Si le journaliste accuse quelqu'un de crime grave, alors là, il aurait mieux fait d'avoir des arguments solides. On ne fait pas s'accuser avec des crimes, des accusations criminelles. Donc la gravité de l'allégation, l'importance de la question pour le public, l'urgence de la question, la nature de la fiabilité des sources. Vous avez dit tout à l'heure, messieurs, sur la question de la fiabilité, on va juger le journaliste sur la fiabilité de ses sources, parce que si n'importe qui lui parle, et lui il va courir pour écrire n'importe quoi, eh bien il n'aurait pas agi de façon responsable. Donc plus la source est fiable, plus on va lui donner de chances de se défendre, puisque quand même tout le monde aurait pu croire, n'est-ce pas, à ce que la source aurait dit. Donc la fiabilité de la source, la question de savoir si l'on a demandé et rapporté fidèlement la version des faits de demandeur, et ça c'est très important. C'est, comment dire, en déontologie, comment on appelle la façon de susciter la réponse de l'autre partie, de vouloir recueillir la version de l'autre partie, comment on appelle ça en déontologie? C'est quoi la règle? La règle qui consiste à aller prendre les différents aspects, les différentes versions des faits, les différents sons de cloche dans la procédure journalistique, dans la démarche journalistique. Là, pas exactement l'impartialité, c'est le fait de ne pas prendre parti. La confrontation des sources? Oui, la confrontation des sources, il y a un petit mot pour caractériser ça.
lorsque La balance. lorsque les différentes versions sont l'équité. Merci. Donc, c'est la règle de l'équité. Si vous respectez cette règle de l'équité, eh bien sûr, la Cour va vous accorder beaucoup de crédits. Et en l'espèce, il s'agit d'un journaliste de Toronto Star, qui a fait un reportage, une enquête sur une affaire de construction d'un terrain de golf sur le terrain privé d'un homme richissime de l'Ontario. Il se trouve que, bien sûr, le terrain de golf est au bord d'un lac. Et les riverains ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce que ça a forcément un impact environnemental, ces choses-là. Et puis, ça va leur enlever une certaine jouissance des lieux. Donc, les riverains sont contre le projet. Et puis, ils savent que ce monsieur richissime, il n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a des liens très étroits avec le premier ministre de l'Ontario, Mac Harris de l'époque. Donc, il disait, les riverains, que pour eux, c'est une affaire, c'est un fait accompli. Ils savent que c'est un fait accompli parce que ce monsieur, il a les bras longs, il est trop haut placé, il a dû faire des pressions pour qu'on lui accorde l'autorisation, etc. Ils ont confié cette version au journaliste qui est venu enquêter sur l'affaire. Le journaliste recueille cette version, il appelle le monsieur en question qui s'appelle monsieur Grant. Monsieur, nous avons appris telle chose sur votre projet, voici la version des riverains, qu'est-ce que vous avez à dire? Ah, il a envoyé le journaliste balader, il ne veut pas lui confier sa version. Alors, le journaliste, il a fait sa propre enquête, il a écrit son article et puis il l'a publié. Et par la suite, le monsieur se fâche, il poursuit le journaliste en diffamation. Alors, la Cour dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que le journaliste fasse? Il a fait son travail. La Cour a révisé toute la procédure que le journaliste a utilisée dans sa démarche journalistique. Il a respecté telle étape, il a respecté telle étape, il a fait telle chose, telle chose. Si on met tout ceci de bout en bout, on se rend compte qu'un journaliste professionnel, il ne peut pas faire mieux que ça. Ce journaliste, il a respecté ça. La liste que vous avez là, il a tout fait, y compris le point E, et qui est très très important. Donc, il a cherché, il a demandé à apporter évidemment la version des faits. Ça n'a pas été accordé, mais peu importe, au moins il aura fait cette démarche-là. La question de savoir si l'inclusion de l'énoncé diffamatoire était justifiable, la question de savoir si l'intérêt public de l'énoncé diffamatoire réside dans l'existence même de l'énoncé et non dans sa véracité. La dame qui a dit c'est un fait accompli, le monsieur il a dû faire des pressions. L'énoncé en soi peut être diffamatoire, mais c'est pas ça la question. Le fait de savoir que les riverains pensent ça, en soi, c'est d'intérêt public. En soi, c'est d'intérêt public. Le monsieur peut se retrouver plus tard contre la dame, peut poursuivre la dame pour diffamation, ça c'est autre chose, mais pour les citoyens, le fait de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un fait accompli, qui pensent que le monsieur a fait des pressions, c'est d'intérêt public, on ne peut pas cacher ce fait-là. Donc le journaliste n'a fait que faire son travail. Donc il y a aussi d'autres aspects qu'on peut exclure pour apprécier le caractère responsable de la démarche. Alors, à partir de ce moment, même si les énoncés de fait sont diffamatoires et erronés, la Cour va quand même vous disculper, va juger que votre communication est responsable lorsque la relation de propos attribue les dires à quelqu'un. Au moins, on sait qui a dit ça. On a fait l'effort pour identifier la personne, donc il ne faut pas faire en sorte que personne n'assume aucune responsabilité. Il faut que vous ayez attribué les propos. Il faut que la relation de propos indique expressément ou implicitement que la véracité des dires n'a pas été vérifiée. Dans l'article, le journaliste a dit voilà ce que disent les riverains. On ne l'a pas vérifié. Nous n'avons pas vérifié. On n'a pas pu vérifier pour savoir s'il y a eu des pressions ou pas. Nous n'avons pas pu vérifier. Au moins, on a dit ça dans l'article. Troisièmement, la relation de propos expose équitablement les deux versions des faits et la relation de propos situe les dires dans leur contexte. Même si les propos sont diffamatoires. Vous savez, tout est dans la procédure. Tout est dans la démarche journalistique. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être faudrait-il que le modis, comment dire, le ratio decidendi de ces arrêts-là, de ces arrêts dont je parle, doivent être du moins affichés dans les rédactions pour que les journalistes sachent aujourd'hui, en tout cas du moins les journalistes canadiens,
sache comment aujourd'hui faire un reportage. Quelles sont les étapes qu'il faut suivre, respecter pour ne pas être poursuivi. Je pense que c'est important pour un journaliste aujourd'hui de connaître le contenu de cette décision et de savoir quelles sont les démarches qui sont les mieux valorisées par les cours, parce qu'après tout, c'est devant les cours que tout se termine. Donc, faudrait-il ne pas attendre, il vaut mieux ne pas attendre d'être cité devant les tribunaux pour connaître la démarche qui est valable, celle qui est valorisée. Donc voilà, en résumé, j'ai été très long. En résumé, donc j'ai dit, le Canada a été déclassé, a perdu des points, une dizaine de rangs sur l'échiquier de la liberté de la presse, parce qu'il y a un certain nombre de faits qui se sont produits dans le pays ces dernières années. Ça, personne ne peut le nier. On a parlé de l'obsession sécuritaire du gouvernement qui est en place, qui est un gouvernement conservateur fédéral, ça on le sait, un gouvernement très idéologique. Et vous savez comment les conservateurs nord-américains agissent. Parfois, quand ils arrivent avec des idées fixes sur le crime, sur la sexualité, sur la religion, etc. Donc, ils ont un agenda qu'ils doivent mettre en œuvre. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils ont été élus. C'est de bonne guerre. Mais quand ils arrivent, c'est avec un programme de contrôle beaucoup plus important que les gouvernements qui les précèdent. Par exemple, Stephen Harper, qui est le Premier ministre actuel, lui contrôle les journalistes comme tout le monde. D'ailleurs, on ne lui pose pas n'importe comment les questions. Avant qu'il organise une conférence de presse, il faut que vous ayez envoyé le nom de ceux qui veulent poser des questions. Donc, tout est organisé, tout est lissé, etc. Donc, c'est comme ça, son style, Stephen Harper. C'est un monsieur qui ne permet pas ou qui ne facilite pas l'accès à l'élection. Depuis qu'il est là, les journalistes ont beaucoup de mal à accéder à l'information gouvernementale. Il faut qu'ils fassent des demandes d'accès en vertu de la loi d'accès à l'information, chaque fois là pour obtenir accès à l'information. Donc, c'est son style de gouvernement, un gouvernement contrôlant, un gouvernement idéologique, c'est de bonne guerre. Donc, tout ceci a un impact forcément sur la perception, la réputation du Canada, sur la question de la liberté de presse. Il y a aussi le gouvernement fédéral, il n'y a pas que le gouvernement fédéral, il y a aussi le gouvernement provincial, notamment le gouvernement du Québec, le précédent gouvernement, qui est un gouvernement libéral et qui a initié la loi dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment la loi 78, qui contrôle les manifestations et tout, qui est quand même aussi considérée comme une dérive de la part d'un gouvernement. Alors, tous ces éléments-là font que, bon, aujourd'hui, on peut avoir une autre idée de ce Canada qui était considéré comme le meilleur, enfin, le pays le mieux classé dans les Amériques. Il y a aussi, j'en ai parlé, les dérives policières, les perquisitions, les mandats différents que la police a mis en œuvre ces dernières années en raison des lois qui leur ont permis de faire de telles perquisitions. Ce n'est pas la faute de la police, même si la police en amont a été pour quelque chose dans l'adoption de ces lois, eh bien, il y a quand même que ces pratiques policières déteignent sur la réputation du Canada sur le plan de la liberté de la presse et bien sûr certaines décisions. Vous avez dû constater qu'il y a quand même pas mal de décisions qui sont favorables à la presse, surtout celles qui ont été rendues ces dernières années, ces derniers mois, qui sont très favorables à la presse, mais il y en a certaines autres qui ont été prises par les tribunaux canadiens et qui ont imposé un fardeau assez élevé à la presse et qui font, donc ce qui fait dire que de plus en plus le Canada glisse vers un pays comment dire, un peu arbitraire. Mais tout cela dit, il ne faut quand même pas faire le pas de considérer le Canada comme un pays qui perd le nord. Je pense que ce sont des événements de circonstances, ce sont des événements qui sont liés soit à des gouvernements, soit à des événements précis. Comme vous pouvez le voir, les fondamentaux sont là, les fondamentaux sont solides, les fondamentaux existent, ils sont dans les lois, ils sont dans l'héritage, dans l'arsenal juridique du pays, ils sont aussi dans les principes, dans les règles de droit que les tribunaux sont en train de mettre en place aujourd'hui. Et au regard de ces règles de loi, on ne peut pas craindre un arbitraire, une dérive, n'est-ce pas, de ce pays-là. Mais attention, comme dans tout pays, la liberté de la presse est toujours fragile. Il n'y a jamais un acquis dans n'importe quel pays du monde, y compris les États-Unis. Donc c'est une veille permanente. Et de ce fait-là, il faut compter sur les militants des droits fondamentaux, sur les militants de la liberté de la presse pour que cette veille puisse continuer. Et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, la question? Oui, madame? Pour revenir sur justement la liberté de la presse et ses éventuelles limitations plus ou moins arbitraires, je voudrais avoir votre sentiment sur le livre de Laurent Oberton qui est sorti en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. La France orange mécanique. Vous pouvez m'en dire un petit mot? En fait, c'est un livre qui traite principalement de l'insécurité en France et de comment elle est ressentie, les victimes qu'elle peut faire. Mais c'est un livre qui fait controverse parce que l'auteur a quand même des visées qui sont quasiment du darwinisme social, quoi. C'est un auteur qui dit que certaines ethnies, par exemple, sont incompatibles, et des ethnies caucasiennes sont incompatibles génétiquement avec des ethnies africaines ou asiatiques, etc. Et où en gros, il se base, sous couvert d'enquêtes journalistiques, en fait, dire qu'en gros, l'insécurité explose en France, notamment à cause de l'immigration, et c'est quelque chose qui est normal parce que génétiquement c'est compatible, etc. Enfin, je résume, en gros. Et moi, mon sentiment, c'est quand même que si c'est pas une incitation à la discrimination, c'est en tout cas une exaltation de la discrimination. Et c'est quelqu'un dont on parle beaucoup en ce moment, et en parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure sur est-ce qu'on doit relayer ces propos-là, je voulais avoir votre sentiment. Deux choses. Évidemment, il faut distinguer les contextes. Je vais faire comme si on était au Canada, c'est-à-dire apprécier cette situation au regard des lois canadiennes, au regard du droit canadien. J'ai dit tout à l'heure, la liberté de la presse est interprétée, la liberté d'expression de façon générale est interprétée de façon très large. Les frontières de la liberté n'atteignent que la force. Il faut trouver au bout là, la violence qui détermine les frontières de cette liberté. Et pour parler de la violence comme moyen d'expression, on n'est plus vraiment dans les valeurs de cette liberté d'expression. Donc dans les 4 valeurs que j'ai énumérées tout à l'heure, vous allez voir que monsieur l'écrivain, celui-là, doit avoir, disons, doit correspondre plus à une valeur qu'à une autre. Soit que ce qu'il dit lui permet, favorise sa propre autonomie, son épanouissement personnel, même si c'est le cas. Rien que le cas, c'est valable. S'il était un artiste qui fait une peinture contemplative, etc., c'est aussi bien, c'est aussi acceptable, c'est aussi protégé. Donc, dans ce cas-là, quand on prend les valeurs, ce monsieur qui a écrit ce livre va trouver un endroit où loger son ouvrage. Donc, ça fait partie de la liberté d'expression qui est garantie par la charte, pour autant que ce n'est pas des propos violents. Maintenant, la deuxième chose, c'est jusqu'où est-il allé dans son expression? Est-ce que ce qu'il a dit est susceptible de provoquer la haine contre un groupe identifiable de personnes? Puisque dans les interdits qu'on retrouve dans les lois et les règlements au Canada, il y en a justement qui visent justement à protéger un groupe identifiable de personnes, soit en fonction de leur religion, de leur orientation sexuelle, de la couleur de leur peau, etc. Quand il y a des groupes qui sont identifiables, il faut les protéger contre des propos qui peuvent les viser spécifiquement. Est-ce que dans ce qu'il a écrit, les propos sont aussi extrêmes, aussi violents, aussi virulents pour susciter cette haine contre un groupe identifiable? Le juge va se poser cette question. Si on n'est pas allé jusque-là, ça veut dire que ce ne sont pas des propos haineux. Donc ce monsieur ne peut pas être poursuivi, par exemple, conformément à l'article, il y a un article 319 du Code criminel, on ne peut pas le poursuivre conformément à cet article-là. Donc ces propos ne sont pas haineux. À partir de ce moment-là, ça fait partie de la liberté d'expression. Ça peut se dire. Alors n'importe qui le relaie peut le relayer à sa façon, puisque nous sommes en démocratie. La Cour suprême a dit, dans une démocratie, toutes les opinions sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaises opinions. Toutes les opinions sont bonnes, pour autant qu'elles favorisent l'expression plurielle de tout le monde. Maintenant, il faut savoir, ça va dépendre de l'interprétation que les tribunaux vont en faire, mais dans ce cas précis, j'estime qu'on ne peut pas considérer ces propos-là comme étant des propos haineux, à moins qu'une personne raisonnable, placée dans les circonstances que vous décrivez, croit que ces propos suscitent en elle de la haine à l'égard des groupes identifiés comme tels. Si c'est le cas, et on va les considérer pour haineux, mais tel que je le vois comme ça, je n'ai pas lu le livre, je ne connais pas les détails, tel que je l'entends, je vois comme ça, je pense que ça fait partie de la liberté d'expression. D'autres opinions, dans le sens contraire, qui vont corriger ce qu'il faut corriger, et puis c'est comme ça que la démocratie avance.
Oui. À quel point la Cour suprême est-elle indépendante vis-à-vis du gouvernement fédéral? À quel point la Cour suprême est indépendante vis-à-vis du gouvernement fédéral? Bon, d'abord, il faut dire que la Cour suprême est créée par le gouvernement fédéral. Hein, en vertu de l'article, il y a un article de la loi constitutionnelle, l'article 101 de la loi constitutionnelle, qui donne le pouvoir au gouvernement fédéral de créer une Cour générale d'appel pour le Canada. Donc, ça a été créé en 1875, donc depuis quelques années, hein, à peine après la Constitution, cette Cour-là existe. Elle a existé, non pas comme Cour suprême, mais jusqu'en 1949, la Cour suprême du Canada a existé comme une Cour de juridiction suprême pour le Canada, mais ces décisions sont appellables devant le Conseil privé de la Reine en Angleterre, jusqu'en 1949, quand même, il faut le dire. Mais depuis 1949, la Cour suprême est devenue la Cour vraiment suprême, hein, la juridiction de dernier recours au Canada. En quoi est-il indépendant? La Cour suprême, l'indépendance de la Cour suprême tient, disons, à 5 critères, 5 choses. D'abord, l'inamovibilité des juges. Les juges, une fois nommés, sont inamovibles jusqu'à l'âge de 75 ans. 75 ans, ils peuvent prendre leur retraite. Mais une fois nommés, on ne peut plus les dégommer. À moins vraiment qu'ils aient commis une faute lourde, une faute personnelle, qui n'a rien à voir avec leur fonction. Deuxièmement, leurs conditions salariales. D'abord, c'est le Parlement qui vote leur salaire. Donc un juge, le salaire d'un juge, évidemment, un juge canadien, il est le plus haut fonctionnaire de l'État. Les juges gagnent mieux que tout le monde. Un juge de la Cour suprême, c'est dans les salaires faramineux. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui détermine le salaire. Il y a l'indépendance institutionnelle. Bien sûr, ils sont nommés par le gouvernement fédéral, mais ils n'ont aucun lien de suggestion à l'égard du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui peut leur donner des ordres, au gouvernement. Donc, sur le plan institutionnel, sur le plan administratif, ils n'ont aucun lien avec le ministère de la Justice comme tel. Il y a ce qu'on appelle aussi l'autonomie décisionnelle. Donc, lorsqu'ils sont dans le secret de leur délibération, les juges décident en âme et conscience. Ils n'ont pas à obéir aux ordres du gouvernement, n'ont rien à voir avec le gouvernement. Mais non, ça c'est des principes. Dans la réalité est plus délicate que ça. Hein, parce que quand même, un juge qui est nommé par quelqu'un. Et est aussi nommé en fonction de ses orientations idéologiques, politiques, intellectuelles, etc. Sinon, les présidents des États-Unis n'allaient pas se battre pour nommer tel ou tel juge conservateur, libéral, etc. C'est ça la réalité des États-Unis. On nomme toujours quelqu'un en fonction de sa position sur des questions précises. Par exemple, l'avortement. George Bush en a nommé, qui sont des conservateurs sur la question de l'avortement, etc. Barack Obama en a nommé plein, qui sont des progressistes sur ces questions-là. Donc, un juge est toujours nommé en fonction de son bagage et de ce qui le caractérise. Mais une fois nommé, il va utiliser ce bagage-là, mais pas en rendant compte à la personne qu'il a nommé. Donc, bref, sur le plan institutionnel, il y a des principes qui garantissent l'indépendance, l'autonomie des juges, surtout les juges de la Cour suprême, mais dans les faits, leur propre orientation idéologique, intellectuelle et personnelle vont forcément influencer leurs décisions, mais de façon indirecte. Parce qu'en le nommant, le Premier ministre s'attend à ce que, une fois devant cette décision, il puisse puiser dans ses réserves idéologiques pour pouvoir orienter ses propres décisions. Oui. Quel regard vous avez sur la liberté de la presse en France, vu que la France est vachement bien classée que le Canada dans le classement parlementaire sans frontières, et du coup, sur un regard plus particulier sur Marseille, parce que j'imagine que vous avez suivi le rachat de la Provence et de journaux de la région par Bernard Tapie. Oui. Du coup, ça soulève pas mal de problématiques relatives à la liberté de la presse. Oui, la France est un pays de contraste. Un peu paradoxal sur les bords, pays de droits de l'homme, on pense toujours à la Déclaration universelle de 1789, pays qui a, bien sûr, avant la France, il y a eu la Grande-Bretagne, je vous parlais tout à l'heure, par exemple, de la Déclaration des droits de 1689, donc un siècle avant la Déclaration universelle, il y a quand même déjà eu une Déclaration des droits au Royaume-Uni, hein, qui place le droit au-dessus de tout, etc.
Mais quand on parle de droits de l'homme dans le monde, la France est la référence. Ça, c'est clair que sa déclaration a été un point tournant dans les valeurs universelles, hein, que nous avons aujourd'hui. Donc, mais l'histoire politique de la France, comme vous savez, est toujours marquée par des libertés en montagne russe, des hauts débats, parfois des lois qui vont sanctionner la presse, et des lois qui vont la libérer, etc., jusqu'à la loi de juillet 1881, qui est aujourd'hui la référence, bien sûr, avec toutes les modifications qui sont intervenues. Alors, si on tient compte de l'histoire de la France, donc il y a des hauts et des bas, des contrastes. Si on tient compte aussi donc, de l'actualité récente, depuis Sarkozy, je pense que l'arrivée de Sarkozy a fait quelque chose à la presse en France. Je pense que nous qui sommes à l'étranger et qui regardons un peu la France de l'extérieur, nous avons cette impression que Sarkozy est venu renverser un peu des choses, brouiller un peu les cartes. Hein, et son influence sur les médias a été trop forte, en tout cas c'est l'opinion que nous avons de ce qui s'est passé, notamment à l'égard des médias de service public. Son emprise sur ces médias-là, et même au-delà, hein, je pense que même sur TF1, etc., on a vu que c'est un président qui est aussi contrôlant que Stephen Harper à l'époque, enfin, comme Stephen Harper le fait aujourd'hui. Donc sur ce plan-là, la France aurait perdu des plumes sous Nicolas Sarkozy, qui n'a pas fait grand-chose pour favoriser l'expression plurielle des idées. Sous l'actuel Premier ministre, François Hollande, bon, je ne connais pas trop les liens de François Hollande avec la presse actuellement. Je pense qu'il est beaucoup trop occupé à l'extérieur pour avoir une emprise réelle sur la presse en interne. Mais en suivant l'actualité de Bernard Tapie, moi j'ai suivi sur France 2 son intervention, quand il a parlé donc, de ce rachat. En soi, ce n'est pas. Il y a eu des craintes qui ont été exprimées avec le rachat de tous les quotidiens, les médias du groupe. Bernard Tapie, c'est quelqu'un qu'on connaît et dont on connaît aussi les capacités d'action et puis aussi les capacités de nuisance, enfin, si on peut parler ainsi. Donc, on est un peu comme dans un attentisme, c'est-à-dire, on dit, bon, pour le moment, on veut croire que le monsieur est propre, ou qu'il veut faire le monsieur propre, on veut voir agir la presse, et puisqu'il a garanti l'indépendance des médias du groupe, il a garanti la non-intervention, parce que ça il a dit, mais il a dit qu'il tient il accorde beaucoup de prix à la rigueur, à la qualité, donc tout ce qu'on a raconté ici en termes de démarche journalistique, je pense qu'il a beaucoup insisté là-dessus. Donc pour autant que les journalistes du groupe respectent ces normes-là, on veut bien croire qu'il va rester à l'écart de ça. Donc son arrivée, moi personnellement, ne m'inquiète pas, en tout cas je pense que c'est l'opinion des gens qui sont de l'extérieur, mais c'est un peu le wait and see. Tout peut arriver avec la France, avec Bernard Tapie, tout peut arriver, donc on est vraiment dans le wait and see. Et on espère que l'arrivée de François Hollande, du moins à l'égard des médias de service public, l'arrivée de François Hollande va renverser un peu cette vision ou cette perception que l'on a de la France depuis Sarkozy, que les médias de service public sont plutôt un peu sous l'autorité de l'État. Oui. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de la loi C30. La loi C30 qui a été pompeusement ou écologiquement baptisée loi sur la protection des enfants contre les cyberprédateurs, mais dont l'objectif réel, c'est le contrôle d'Internet. C'est le contrôle d'Internet. Et j'ai dit tout à l'heure, les pouvoirs que la loi donne à la police quant au contrôle de tout ce qui se passe sur Internet, c'est ahurissant. Je veux dire, tout le monde ça a suscité un tollé général et puis c'est à bon droit que tout le monde s'est levé contre cette loi-là, parce qu'on dit la police peut demander à un fournisseur d'accès à Internet l'adresse IP des ordinateurs, le nom, puis toutes les données personnelles des internautes lorsqu'ils ont des soupçons qu'il y a un crime qui se prépare. Donc cette loi est considérée comme une loi liberticide, a été décriée et a été justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement retirée de la circulation en février dernier. Donc sur ce plan-là, il y a eu une tentative explicite du gouvernement canadien de contrôler Internet, donc de restreindre la liberté d'expression sur le net.
ce qui aurait pu se faire par cette loi s'il avait été adopté. Donc cette tentative-là a échoué. Alors aujourd'hui, on estime que le net est un univers d'expression encore plus forte et plus grande que ne l'est la vie réelle, et qu'il n'y a pas lieu d'y imposer quelques restrictions que ce soit, si ce n'est pour des questions de sécurité nationale ou de protection des personnes vulnérables. Donc il y a vraiment cette tendance-là au Canada de laisser le net aller, du moins pour le moment, parce que si on le limite tout de suite, on peut, comment dire, freiner son expansion, et la position des organismes fédéraux comme le Conseil de radiodiffusion et de télécommunications canadien, le CRTC, c'est de laisser aller le net, laisser aller son développement avant de pouvoir intervenir au besoin lorsque on constate qu'il y a des dérapages. Donc le principe reste la liberté d'expression au sens le plus strict, enfin le plus total du terme, et puis l'exception, intervention ponctuelle lorsqu'il y aura des dérapages. Je pense que c'est ce qui a fait que la loi a été condamnée, elle a été retirée, c'est ce qui fera que chaque fois qu'il y aura des tentatives de restriction du net, il va y avoir des réactions, parce qu'il y a des comités qui se sont formés, il y a des organismes à but non lucratif qui ont été créés pour défendre le net, et chaque fois qu'il y a des tentatives qui vont dans le sens de la restriction, il y a un tollé général, et le gouvernement a très peur de ça. Pour cette intervention, merci aussi pour les étudiants qui ont posé des questions. C'était le signe d'un intérêt pour ce qui se passe au Canada. Pour cette promo, ce sera la dernière conférence de l'année, et pour ceux qui sont en M1 et qui en joindront l'année prochaine en M2, on recommencera les conférences en septembre prochain. Merci à tous et merci Charles.